Bonjour à toutes et à tous. Avec, Bonjour à tous. avec Michel, nous allons donc partager ces prochaines 40 minutes avec vous pour parler d'IA et de confiance. Nous sommes tous les deux en charge de l'IA au sein du groupe Soprasteria, à la direction technique. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à cet effet. Vous avez une partie là, c'est pas la partie chat, c'est la partie questions, donc vous avez en haut à droite. Et nous serons ravis d'y répondre en fin de présentation qui devrait prendre à peu près une trentaine de minutes. Alors, IA et confiance, l'IA, elle a aujourd'hui beaucoup de succès, mais aussi elle a quelques erreurs. Alors, il y en a qui sont, on va dire, pas très dramatiques, quand vous voyez en bas à gauche, quand la combinaison de différentes photos de montagne prend en fait un skieur comme une montagne. Bon, on a une photo qui est assez rigolote, même si elle n'est pas très, on va dire, réaliste. Après, il peut y avoir des sujets plus délicats, quand par exemple avec Deepfake, vous pouvez mettre une photo d'une personne sur un corps d'une autre personne, ça peut poser quelques difficultés. Vous connaissez tous aussi le bot qui est devenu raciste au bout de quelques heures, et puis parfois ça peut être absolument dramatique lorsque en fait on a eu une première voiture autonome qui a tué un piéton. Donc en fait, oui, il y a des erreurs et donc ça peut pousser sur le fait que les systèmes en fait ne soient pas utilisés. Donc la confiance dans les systèmes d'intelligence artificielle, elle a un objectif clair, c'est que les systèmes soient effectivement utilisés. Si on n'a pas confiance, ils ne seront pas utilisés. Dans une grande entreprise industrielle, par exemple, on a des systèmes de vision sur des défauts de fabrication qui sont très performants, voire plus performants que la performance humaine en tant que telle. Néanmoins, le système ne va pas être utilisé, c'est-à-dire que ce sera quand même l'être humain qui ira regarder s'il y a un défaut ou il n'y a pas de défaut, tout simplement parce qu'en fait, la confiance dans le système n'est pas suffisante. Il y a quelques erreurs, ils considèrent que c'est pas comme il faut, et donc en fait, le système n'est pas utilisé. Donc, oui, la confiance est absolument nécessaire pour que les systèmes soient utilisés. Ça sert à rien de faire des systèmes inutilisables, forcément. Et en particulier, elle s'exprime de façon assez forte dans ce troisième été de l'intelligence artificielle sur les sujets d'apprentissage automatique. Donc, on a décidé en fait de concentrer notre propos aujourd'hui sur sur cette technologie-là particulièrement. Alors, AI is everywhere, on l'utilise partout. Comment ça peut se manifester en fait cette confiance? Quand pour un service bancaire, moi je dois accorder un crédit, j'ai envie de savoir si la raison pour laquelle le crédit sera apporté ou ne sera pas apporté, pour pouvoir effectivement l'accorder. Au niveau des services publics, j'ai envie qu'en fait je sois traité correctement et indépendamment de mon ethnie, de mon sexe, de ma religion, etc. Et donc il faut que j'ai confiance dans les systèmes qui supporteront mes demandes. Au niveau de la défense, évidemment, confondre un ennemi ou un ami, je vous fais pas un dessin, vous voyez parfaitement la situation. Les voitures autonomes, on en a quelques instants, et sur l'aéronautique, si on intelligence artificielle dans le Boeing 737, oui, qui reste, le risque potentiel, c'est qu'il reste sur le tarmac. Donc on a plusieurs éclairages, en fait, plusieurs dimensions dans cette confiance. Il y a une dimension sociétale qui est vraiment liée à l'acceptabilité. Il y a une dimension juridique aussi qui est liée à la responsabilité. Certains vont jusqu'à proposer que les robots puissent avoir une personnalité juridique et responsable. Il y a des dimensions éthiques aussi qui sont liées aux aspects culturels, mais aussi quelque part à la place de l'homme dans le processus de décision avec les systèmes. Il y a des questions de normalisation aussi, quand on parle d'homologation ou de certification, en fait, c'est toujours par rapport à une norme, et ces normes doivent évoluer. Et enfin, évidemment, tous ces éléments-là, un peu sociologiques, on va dire, ils sont aussi
portée, soutenue par des dimensions techniques qui relèvent à la fois de la partie algorithmique, on va dire, et la partie des données, et ce, à la fois au moment de la construction du système, mais aussi lors de son utilisation. Et donc, on a choisi de faire un focus sur ces sujets, vraiment les sujets techniques de la confiance, et c'est Michel qui va nous en faire le descriptif. Michel? Merci. Oui, bon, merci François-Marie. Bonjour à tous. Donc effectivement, je passe au slide suivant. Je vous propose de voir ensemble ce qu'est la confiance dans l'IA et comment on peut accorder de la confiance à une IA, notamment à une IA qui résulte d'un apprentissage sur des données par machine learning ou par deep learning. Sur quels critères on peut accorder cette confiance? Alors, si on regarde les publications sur le sujet, on va trouver une multitude de critères et d'indicateurs de performance qu'on appelle aussi KPI, Key Performance Index. Je les ai regroupés en 3 familles de critères que j'ai baptisées les piliers de la confiance. Alors, je ne prétends pas que cette catégorisation des critères de confiance est admise de tous et qu'il ne puisse pas y avoir quelques porosités entre ces catégories, mais elle a le mérite d'être claire et explicite. Alors, donc, j'ai défini 3 piliers, l'utilité, la fiabilité et l'explicabilité. Sur l'utilité, peut-être que vous avez déjà entendu ce postulat, tous les modèles d'IA sont faux, mais certains sont utiles. Alors, personnellement, je trouve que ce postulat est excellent et je pense que tous les data scientists devraient le garder à l'esprit parce que c'est vrai, tous les modèles sont faux et sont donc biaisés parce qu'ils cherchent à représenter une réalité qu'en tant qu'humain, on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais, à moins peut-être d'avoir quelques relations privilégiées avec des divinités, mais sinon, voilà, on en gardera une perception humaine. Donc, par conséquent, c'est facile de faire des modèles faux, et je sais que j'y arrive assez bien, et je ne pense pas être le seul. Autant il peut s'avérer difficile de trouver des modèles d'IA utiles. Et la validation de l'utilité des modèles est donc capitale. Et les critères de validation de cette utilité sont typiquement des critères de performance qu'on connaît bien, enfin que les data scientists connaissent bien. Par exemple, pour la classification, il y a la précision, le rappel, le score F1. Pour les régressions, il y a l'erreur moyenne quadratique. En fait, il existe une multitude d'indicateurs de performance et il est très important de bien choisir, enfin de choisir les bons. Et il est aussi même important de se définir les bons objectifs de performance, car la difficulté de développer une IA croît exponentiellement avec ce niveau de performance, mais c'est un autre débat. Un autre problème bien connu des data scientists qui ramène au postulat précédent, c'est le fameux dilemme entre biais et variance, pour lequel il faut trouver un compromis qui revient généralement à choisir entre un modèle biaisé mais plus complexe et plus instable, et un modèle plus biaisé mais plus stable. Un modèle peut être très bon du point de vue des critères de performance que je viens d'énoncer, sans être, par exemple, sûr et équitable. Il peut aussi ne pas être robuste et stable. Et on ne peut pas accorder de la confiance à une IA pour laquelle les critères de fiabilité n'ont pas été, ces critères de fiabilité n'ont pas été vérifiés. Alors sur l'explicabilité, qui est un sujet un peu plus complexe, déjà, c'est un fait, beaucoup de modèles d'IA ne sont pas explicites. C'est particulièrement vrai pour les modèles de deep learning qui sont souvent des boîtes noires. Il existe différents niveaux d'explicabilité. Il n'y a apparemment pas de consensus dans la définition de ces niveaux, ni dans ce qu'on entend entre explicabilité et interprétabilité. Alors, moi, je vais vous proposer ici une définition, c'est pas la mienne, hein, elle est largement admise, et elle a le mérite de faire une distinction claire entre explicabilité et interprétabilité. Alors, selon cette définition, les techniques d'interprétabilité ne portent que sur les entrées et les sorties donc, de la boîte noire des modèles. Et on ne cherche pas à l'ouvrir. On cherche juste à établir les relations de cause à effet. Alors qu'avec les techniques d'explicabilité, là, on cherche à comprendre ces relations. Et pour cela, donc, on est obligé d'ouvrir la boîte noire. En tout cas, grâce à cette définition, on peut dire que toutes les réalités sont plus ou moins interprétables
Mais est-ce qu'elles sont explicables? Alors, c'est pas sûr et rien ne l'atteste. Et moi, personnellement, je pense que toutes les réalités ne sont pas explicables, y compris pour des réalités de notre quotidien. De plus, il est souvent nécessaire de biaiser la réalité pour la rendre explicable, voire même simplement interprétable. Alors, ce problème soulève une question fondamentale. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser un modèle explicable, mais biaisé et moins performant, qu'un modèle non explicable, mais nettement plus performant, et dont cette performance a pu être validée empiriquement? Alors, il faut savoir que pour l'instant, dans de nombreux domaines, bon, dans l'aéronautique, le transport, la réglementation en vigueur oblige d'utiliser des algorithmes explicables. Et cette réglementation interdit donc d'utiliser des IA potentiellement plus performantes, mais non explicables. En ce qui me concerne, je suis assez d'accord avec des personnes comme Yann Lequin qui prétendent que si on veut vraiment profiter pleinement des formidables capacités de l'IA, il faudra admettre d'utiliser des modèles non explicables qu'on pourra néanmoins valider très rigoureusement de manière empirique. Ce qui nous emmène au slide suivant sur la validation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par validation empirique par rapport à une validation logique? La validation empirique ou pseudo-empirique, elle s'appuie que sur l'expérience et sur l'observation et non sur une démonstration logique, alors que la validation logique est beaucoup plus théorique et mathématique. Comme la validation empirique est expérimentale, elle porte sur les entrées et sorties d'un modèle et donc en lien avec l'interprétabilité, si on s'en tient à la définition que je viens de vous donner de l'interprétabilité. Dans ce processus de validation empirique de modèles, il convient déjà de s'assurer qu'il n'y avait pas de biais dans les données d'apprentissage et qu'il n'y en a pas non plus dans les données de validation. Dans bien des cas de modèles d'IA biaisés, la faute vient des données d'apprentissage qui étaient déjà biaisées. Et si on ne s'en est pas rendu compte, c'est souvent parce que les données de validation étaient elles-mêmes biaisées avec les mêmes biais. Toujours à propos des données de validation, en toute rigueur, à moins de disposer de jeux de données de validation vraiment importants et représentatifs, ce qui est rarement le cas, il faudrait systématiser l'utilisation de validation croisée, y compris pour le deep learning. Une fois validés, les modèles d'IA ne doivent pas être déployés sans supervision. En effet, même si on exclut toute forme d'auto-apprentissage, ce qui convient absolument de faire pour ne pas s'exposer à des risques de dérive qui pourraient être très préjudiciables, il est aussi absolument nécessaire de s'assurer qu'il n'y ait malgré tout pas de telles dérives. Pour cela, il faut définir dès les premières étapes du cycle de vie d'une IA les procédures de contrôle et de mise à jour de cette IA via une boucle retour. Alors c'est vrai pour toutes les IA de machine learning, mais c'est encore plus vrai et important pour des IA qui ont des capacités que je qualifierais d'autodestruction, comme les IA de détection de fraude. En effet, si ces IA sont performantes, on peut supposer que les fraudeurs ils vont changer leur comportement et qui vont rendre cette IA beaucoup moins performante et utile. Alors, je vais passer au slide suivant. Alors, sur l'interprétabilité, donc conformément à ma précédente définition de l'interprétabilité, celle-ci cherche uniquement à établir des relations de cause à effet entre les entrées et sorties d'un modèle d'IA, sans entrer dans ce modèle, sans ouvrir la boîte. Et ce faisant, elle permet néanmoins de répondre à des questions vraiment fondamentales qui peuvent s'adresser aussi bien à des autorités de validation qu'à des product owners ou à des utilisateurs. Et d'ailleurs, la réponse apportée à ces questions n'est généralement pas la même suivant à qui elle s'adresse. Quoi qu'il en soit, si déployer un modèle performant, c'est bien, déployer en parallèle un algorithme d'interprétation de ce modèle,
c'est souvent beaucoup mieux et cela apporte beaucoup plus de valeur ajoutée, notamment pour les utilisateurs de ce modèle. Et si je reprends l'exemple de François-Marie, si on déploie dans une banque une IA permettant d'aider ses conseillers à accorder un crédit, un prêt à ses clients, c'est bien mieux si ces conseillers peuvent interpréter les décisions de cette IA pour par exemple, identifier les causes d'un refus ou pour voir ce qu'il conviendrait de faire pour éviter ce refus. Donc, on voit tout l'intérêt d'un modèle interprétable. Comme les méthodes d'interprétabilité ne portent que sur les entrées et les sorties des modèles, elles sont totalement agnostiques dans le sens où on peut les appliquer à toutes sortes de modèles et d'ailleurs, y compris à des modèles qui ne seraient pas des modèles d'IA. En termes de corrélation entre données d'entrée et de données de sortie d'un modèle ou d'un processus, l'œil humain est très performant, notamment s'il s'agit d'un œil avisé. Et c'est pour ça que les solutions de data vise et de reporting sont très précieuses en IA. Il existe néanmoins des méthodes graphiques d'interprétabilité qui sont aussi très utiles, comme alors le PDP, Partial Dependency Plot, ou ICE, Individual Conditional Expectations. Ce sont donc des techniques effectivement assez utiles. On peut aussi utiliser des techniques d'identification d'interaction entre variables ou de calcul d'importance. Alors, il existe vraiment de nombreuses variantes de ces calculs d'importance. Les valeurs de Shapley sont parmi les plus utilisées. Autre méthode qui marche bien, ce sont les méthodes d'occlusion. Les méthodes d'occlusion ou d'occultation, qui sont aussi très efficaces et qui sont très intuitives dans le domaine de la vision par ordinateur, puisqu'il s'agit d'occulter des parties d'image et de voir comment cela influe sur la décision. Alors, cette occultation, on peut la réaliser par balayage ou de manière aléatoire, comme sur la méthode RISE qui est illustrée sur cette planche. Et sur cet exemple, justement, on voit nettement que ce sont les pixels qui correspondent aux requins qui ont le plus contribué à la classification requin. Alors, les méthodes d'occultation, on peut aussi les employer en dehors de computer vision, même si dans ce cas, c'est un peu moins intuitif et c'est un peu plus délicat, par exemple, de définir ce que l'on entend par occultation, comme si, par exemple, dans le cas d'occultation d'une partie d'un signal de température ou de pression, c'est avec quelle valeur je vais occulter cette température ou cette pression. Voilà, il faut se poser les bonnes questions, mais c'est possible. Après, il faut citer les méthodes de modèles de substitution, ou qu'on appelle aussi les surrogate modèles, qui consistent à remplacer tout ou partie de modèles complexes, donc le modèle à expliquer, par un modèle ou par des modèles beaucoup plus simples et beaucoup plus explicites. Et c'est généralement fait par des régressions, là aussi, plus ou moins locales ou globales. Il existe des méthodes telles que LIM qui marchent bien pour faire pour appliquer ce genre de méthode, mais sinon aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut considérer qu'un réseau de neurones, on peut l'utiliser comme un simulateur et on peut réaliser des modélisations locales ou globales à l'aide de techniques d'études paramétriques avec des plans d'expérience. Et selon ce même principe, il est aussi possible d'utiliser des techniques dites de distillation. Alors, certaines ont été rendues populaires récemment pour les transformers avec la version Distilbert de BERT, qui est donc une version beaucoup plus réduite du transformer BERT, pour ceux qui connaissent. Alors maintenant, je vais vous parler d'explicabilité. Et là encore, je m'en tiens à ma définition qui consiste à dire que l'explicabilité cherche à comprendre les relations de cause à effet entre les entrées et les sorties d'un modèle d'IA. Et elle nécessite donc de rentrer dans ce modèle et d'ouvrir la boîte noire. Les méthodes d'explicabilité sont donc beaucoup plus mathématiques et moins empiriques que les méthodes d'interprétabilité. Elles sont souvent beaucoup plus complexes. Certains types de réseaux de neurones s'y prêtent mieux que d'autres. C'est le cas des réseaux convolutionnels et plus généralement des réseaux qui
qui ne sont pas récurrents, c'est-à-dire sans connexion retour arrière, uniquement avec une propagation avant. On appelle ça aussi des réseaux feed-forward. Alors, pour les réseaux convolutionnels, ben, on peut se contenter d'entrouvrir la boîte avec des techniques de type Saliency Maps ou Class Activation Maps qui sont vraiment très efficaces, mais il existe aussi des méthodes plus complexes et plus mathématiques telles que le gradient ascent ou la déconvolution qui vraiment nécessitent d'ouvrir la boîte. Alors, comme vous le savez sans doute, en IA, il est de plus en plus courant d'intégrer dans les réseaux de neurones de toutes sortes, convolutionnels, récurrents ou autres, des mécanismes qu'on appelle des mécanismes d'attention qui visent à identifier et éventuellement à hiérarchiser dans ces réseaux les éléments qui contribuent à leur décision. Bon, c'est donc assez logique de constater que ces mécanismes qui offrent par ailleurs plein de propriétés intéressantes pour améliorer les performances de ces réseaux favorisent aussi grandement leur explicabilité. Alors, sachant que ces mécanismes d'attention constituent les fondements des réseaux de type transformer, qui sont aussi des réseaux feed-forward, on peut se dire que les transformers allient deux qualités essentielles pour leur explicabilité. Et ça semble bien être le cas puisque des travaux de recherche récents ont montré via une application en traitement d'image que les transformers étaient très prometteurs en termes d'explicabilité. Et c'est ce qui est illustré sur les images en bas à droite de cette planche où on voit comment un modèle à base de transformers est capable de distinguer les différentes instances d'une scène, alors que certaines de ces instances sont largement masquées. Malgré ces qualités intrinsèques des transformers d'un point de vue de leur explicabilité, sera-t-on un jour en mesure d'expliquer un modèle comme GPT-3 qui compte 175 milliards de paramètres ou ne serait-ce qu'un modèle comme BERT qui en compte une centaine de milliers? J'y crois pas trop. Mais bon, pour ne pas rester sur cette note de scepticisme avant de rendre la main à François-Marie, je dirais que je crois néanmoins beaucoup aux transformers et pas seulement en NLP, mais plus généralement en IA et pour une IA de confiance. Donc voilà, François-Marie, je te rends la main pour la suite. Tu as ton micro coupé, François-Marie. Je vais garder la main si tu n'arrives pas. Attends, ouais, là, je pense que c'est bon. Parfait. C'est bon là? Ok, excusez-moi, il y a toujours des petits problèmes techniques sur ces sujets-là. Oui, alors merci Michel. Donc la question suivante, en fait, c'est que on voit un certain nombre là de possibilités techniques, mais comment est-ce qu'on les met en œuvre, en fait? Comment est-ce qu'on fait pour répondre à ces défis? Alors bon, à Sopra, on s'est résolument décidé à embrasser les différents aspects en fait sur ces sujets. Pourquoi? Parce qu'on souhaite, nous en tant qu'intégrateur, proposer des systèmes à nos clients sur lesquels la confiance suffisante soit atteinte pour que en fait nos clients puissent les utiliser, les systèmes. Comme on l'a vu tout à l'heure, une IA de confiance, c'est une IA qui est utilisable, qui donne envie et qui permet effectivement l'utilisation. Alors, pour ce faire, il y a plusieurs étapes. La première, c'est qu'on on participe en fait aux 3 IA, donc l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle à MIT, qui lui, au niveau de la recherche, vise à lever les verrous en fait scientifiques sur les systèmes plutôt orientés sur les systèmes critiques, en utilisant un certain nombre de possibilités qui sont à la fois statistiques et puis logiques, comme on a vu avec Michel précédemment. Et le programme d'ailleurs tourne autour de 3 sujets, l'IA acceptable, l'IA certifiable et l'IA collaborative. Ces résultats,
en complément avec les autres de la recherche, il faut aussi qu'on puisse les utiliser. Donc pour ça, il faut les industrialiser. Donc c'est pour ça qu'on a rejoint aussi le projet Confiance.ai, qui est le grand défi qui a été lancé par le gouvernement français, là, qui est composé d'une dizaine d'industriels, hein, là où bon, le projet Anity, par exemple, comporte une cinquantaine de partenaires à la fois industriels et académiques. Et là, sur Confiance.ai, l'idée est de construire une plateforme qui permet de pouvoir fournir des modèles qui ont les bonnes propriétés de confiance, comme on l'a vu précédemment. Et qu'enfin, quand on est passé dans cette espèce de couloir de la mort là, du transfert entre la recherche et puis la mise à disposition industrielle, en fait, ces mécanismes-là seront intégrés dans les propres plateformes que nous utilisons aujourd'hui pour à la fois développer, exécuter et monitorer aussi, comme on a vu précédemment, les systèmes. Hein, donc, pour d'une certaine façon couvrir l'ensemble du cycle. Donc, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on a souhaité partager avec vous en fait aujourd'hui, c'est que on dit que AI is everywhere. En fait, c'est pas tout à fait le cas, hein, parce que AI is somewhere, mais pas partout, parce que quand il n'y a pas la confiance sur les systèmes critiques, eh bien en fait, elle n'est pas utilisable. Hein. Donc, le premier point, c'est que sans confiance, en fait, on n'a pas véritablement. On a aujourd'hui des verrous opérationnels pour l'usage, en fait. Quand je parle d'opérationnel, c'est que cette problématique, elle est véritablement tirée par les opérationnels, hein, par les sociétés qui veulent utiliser dans leurs usines, dans leurs produits, dans leurs voitures, dans leurs avions, dans leurs centrales nucléaires, dans leurs banques, des systèmes sur l'ensemble de leurs process. Et c'est également tiré par les intégrateurs tels que Soprasteria par exemple, au sens où notre job à nous, c'est de fournir ces systèmes-là auprès de nos clients. Donc il faut absolument qu'on ait des réponses adéquates à l'usage au quotidien. Alors, on a des progrès significatifs, hein, comme on l'a vu avec Michel. On a des progrès qui vont venir aujourd'hui avec les programmes de recherche. Est-ce qu'on arrivera à traiter tout? Je partage complètement pas le scepticisme, on va dire, mais un petit oui, et le doute là qu'exprimait Michel. Hein. On arrivera quelque part. Mais il faudra aussi que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on évolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est d'accord pour dire que errare humanum est, et il faudra demain qu'on accepte que errare machine est aussi. Voilà, nous vous remercions en tout cas pour votre écoute. Nous sommes à votre disposition avec Michel pour vos questions. Je pense qu'il y en a déjà quelques-unes. Peut-être si on les prend dans l'ordre. Ouais, je suis en train Michel, de... ouais. Il y en avait une peut-être de Oussem, là. Quels sont les KPI qu'on peut utiliser pour mesurer la robustesse et la stabilité? Peut-être que tu pourrais donner quelques exemples, Michel? Enfin là, ça, en tout cas, ça, j'ai pas forcément la réponse, mais c'est une très bonne question dans le sens où sur ces sujets-là, ces KPI, ils sont très liés au cas d'usage, ils sont très liés au métier, et ce qui amène à cette remarque sur le fait que c'est particulièrement important d'impliquer les métiers dans la définition des systèmes à base d'IA, de services à base d'IA, et c'est avec eux qu'il faut définir ces KPI. Alors, je ne pense pas qu'il y ait donc une réponse générique qui marche dans tous les cas d'usage, mais par contre, au cas par cas, il faut étudier qu'est-ce qu'on entend par robustesse et aussi quel niveau de robustesse, parce que là, j'ai vu aussi quelques remarques dans le chat sur les 100%, mais déjà, les humains nous ne sont pas infaillibles et les machines ne le seront pas. Ou ça, comme je l'ai dit, ça coûte le coût de développement d'une IA croît exponentiellement avec le niveau de performance qu'on vise. Alors, souvent, on est dans la partie plate de l'exponentielle, mais pour sûr, les 100%, ils sont dans la partie où ça fait mal de gagner ne serait-ce que quelques pourcentages ou millième de pourcentage, ça fait très mal. Donc, les systèmes infaillibles, peut-être que ça peut exister, mais pour des cas simples, pour des cas plus réalistes, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. Et voilà, donc définir les bons KPI, définir les bons niveaux. Et enfin moi,
ce que je dis souvent, c'est que les projets d'IA, ils ne se gagnent pas par la technologie. Enfin, c'est pas ça qui est limitant. C'est sûr que si on fait un challenge Kaggle ou si on travaillait chez OpenAI pour améliorer l'état de l'art, certes, c'est la technologie qui prime, mais souvent, ce qui nous limite quand on applique l'IA chez nos clients, donc dans tous les domaines, ce sont plutôt les données et la compréhension métier et justement toutes ces problématiques de bien définir les bons KPI. Alors, une question sur l'organisme de validation, certification de l'IA. Donc ça va dépendre des secteurs. Hein. Par exemple, dans le secteur aéronautique, en fait, les organismes de certification, ils sont, on va dire, nationaux ou supranationaux. Hein. Donc vous avez la FAA aux US et puis les EASA en Europe. Donc c'est eux qui sont en charge de définir les normes associées à la certification, par exemple pour les véhicules type avion. Et donc ils sont plongés sur le sujet depuis de nombreuses années aujourd'hui. Peut-être je continue sur une question là sur la banque et après on reviendra sur les propriétés de confiance et Michel pourra nous les rappeler. La question qui est posée, c'est pourquoi une banque accorderait-elle un prêt à son client alors que l'IA la refuse? Et de façon générale, en fait, c'est que la prise de décision en fait, qui doit être faite, elle va s'appuyer sur des éléments qui proviennent de l'IA, mais ce n'est pas pour ça qu'on va les appliquer correctement. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Plusieurs faits, hein, c'est que on n'est pas garanti qu'un système à base de techniques d'IA, il est l'ensemble, c'est la première raison. Hein. Une première raison, c'est qu'on n'est pas garanti qu'il est l'ensemble du scope dans lequel une décision doit être prise. Et là, on a une agilité humaine qui fait que nous, on a cette capacité, on va dire, d'intégration. Hein. Donc, on peut avoir des informations qui ne sont pas disponibles au système qui doit proposer une décision. Donc, peut-être qu'avec d'autres informations, on aura une autre décision à prendre. L'autre point, c'est que oui, il peut y avoir des erreurs aussi. Hein. Donc, en fait, l'être humain, il corrigera ses erreurs en fonction des connaissances dont il dispose et puis peut être amené à prendre une autre décision. Hein. Donc, en fait, il faut avoir dans la tête, je pense que des systèmes d'intelligence artificielle, ils aident à prendre des décisions. Mais d'une certaine façon, c'est une collaboration entre l'homme et la machine pour prendre au final une décision qui soit la meilleure. Peut-être qu'on peut revenir sur les bonnes propriétés de confiance. Il y avait une question de Juliette là sur quelles sont les bonnes propriétés. Si tu peux peut-être les résumer, Michel. Oui, alors les bonnes propriétés de confiance. Donc, en fait, cette question, elle s'adresse pas spécifique à l'IA, même des systèmes sans IA actuels. Qu'est-ce qui fait que je peux avoir confiance ou pas dans ces systèmes? Alors, l'IA amène une autre dimension parce que voilà, on n'a pas fait forcément directement appel à une expertise humaine et il a appris cette expertise sur des données, mais quand il s'agit des critères de confiance, eh bien, c'est la performance. Donc, ça, les critères de performance, il en existe une multitude, j'en ai cité, suivant les catégories de problèmes, régression, classification. Donc, la précision, rappel, score F1, enfin voilà, bref, l'erreur moyenne quadratique. Ça, ce sont des critères de performance. Comme je le disais sur la fiabilité, mais là, c'est plus lié au cas d'usage et au métier. Qu'est-ce qui fait qu'on va accorder la confiance à un système plutôt qu'à un autre? Et puis, sur l'explicabilité, là aussi, enfin, déjà entre interprétabilité et explicabilité, alors comme je le disais, moi je pense que quasiment on peut espérer d'interpréter plus ou moins tous les modèles d'IA. Est-ce que c'est suffisant pour avoir confiance dans ces modèles? Mais ça, il faut voir là aussi avec je sais pas, les autorités de régulation ou autres. Après, est-ce qu'il faut rentrer dans l'explicabilité, expliquer pourquoi pour l'instant la réglementation l'impose? On peut supposer qu'elle va évoluer, mais bon, ça c'est aux autorités de le dire, mais c'est clair qu'il y a des appréciations assez. Il y en a qui sont vraiment explicites et il y en a qui sont objectives et il y en a qui sont assez subjectives.
Une question sur le démarrage d'Augustin, sur le démarrage avec l'IA en industrie. Alors, quels sont les préalables pour démarrer sereinement avec l'IA en industrie? En fait, bon, c'est pas d'ailleurs propre à l'industrie. On peut dire que l'application clé en fait de l'IA, elle est sur les processus récurrents d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. C'est là où on peut voir dans les entreprises et notamment dans l'industrie les enjeux clés d'usage et les gains les plus importants qu'on peut en attendre. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut en fait? Il y a un peu 3 étapes de maturation parce qu'on cherche à optimiser les process et pour optimiser un process, il faut déjà le maîtriser et pour le maîtriser le process, il faut le mesurer. Ça tombe bien parce que la mesure, ça produit des données et pour faire des systèmes à base, d'intelligence artificielle, il faut des données et des connaissances. Donc les préalables pour démarrer sereinement, c'est que vous ayez un process qui soit déjà maîtrisé et donc instrumenté. Sinon, comment dirais-je? Ben, sinon, enfin, ça voilà, c'est un peu les préalables. Ouais, je compléterai, alors, pour dire qu'effectivement, il faut un process, il faut donc ce process-là aussi, ce sont les métiers qui le maîtrisent et il faut absolument une adhésion des métiers à l'IA. Alors souvent, il faut démystifier un peu l'IA. Enfin, moi, j'ai pu me rendre compte chez pas mal de clients où il y a une peur par rapport à l'IA et où les métiers sont assez frileux pour collaborer, puis ils peuvent aussi avoir des craintes assez légitimes assez légitimes, qui peuvent leur paraître légitimes, mais justement, il faut leur expliquer qu'il y a plus d'opportunités que de risques derrière l'IA. Mais cette adhésion des métiers, et c'est vrai dans l'industrie, à l'IA est particulièrement importante. Et puis après, il faut des données. Donc, enfin, si on veut faire du machine learning, sans données, on ne peut pas aller bien loin. Mais ces données, c'est pareil, il faut qu'il y ait une expertise pour nous les expliquer. Alors, ensuite, y a-t-il des architectures d'IA en cascade, c'est-à-dire une validation humaine avant de poursuivre le processus d'IA sur l'étape suivante? Je pense qu'on peut faire une réponse assez rapide. À chacune des étapes, en fait, dans la construction d'un système, que ce soit un système à base d'IA ou pas, c'est absolument nécessaire d'avoir une validation. Alors, il y a 2 éléments. Il y a la partie validation au moment de la construction du système et là, c'est absolument, évident. J'ai même envie de dire que c'est renforcé, hein, pour, continuer le propos de Michel. C'est que quand on veut s'assurer qu'un système, entre guillemets, est intelligent, dans ce qu'il va produire, l'élément de comparaison, d'une certaine façon, c'est l'humain. C'est pas toujours facile d'avoir des jeux de test comme dans des systèmes un peu traditionnels sur lesquels vous pouvez absolument assurer la validation. Donc, ça devient un peu subjectif à ce moment-là. Donc, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas valider d'une certaine façon sans validation humaine. Est-ce qu'on peut avoir confiance? Oui, vas-y, si tu as trouvé. Enfin, On t'entend plus, François-Marie. avant Je prends. l'IA, oui. François-Marie, on t'entendait pas. Je ne sais pas si c'est que. Alors moi, je vais essayer de trouver. Ah, ouais. Il s'est déconnecté du coup. Y a-t-il architecture en cascade? Donc l'humain, ça on y a répondu. Quelles sont les autres questions? Alors, pourquoi une banque accorderait-elle un prêt à son client alors que l'IA la refuse? Alors, moi, je ne suis pas expert bancaire, mais je pense que ça doit être au conseiller, enfin la banque qui doit avoir le dernier mot, hein. On ne dit pas que l'IA doit se substituer complètement au conseiller, c'est une aide à la décision. Après, c'est une aide souvent utile et pertinente, mais après, libre à chaque personne d'en faire l'utilisation qu'il veut. Alors, oui, ça y est, je suis revenu, j'ai des problèmes de connexion. Il y a une question aussi qui est liée là sur les crédits bancaires, sur lesquels effectivement la remarque d'Étienne, c'est dire qu'on observe, enfin, on va s'appuyer quelque part sur le passé en fait, hein,
puisqu'en fait, quand on veut faire de l'apprentissage, en général, c'est sur des données existantes, donc c'est des données qui concernent le passé. Donc en fait, on va apprendre quelque chose qui est une pratique du passé. Et est-ce qu'il existe des moyens de générer par simulation de nouvelles observations? Michel, tu veux nous éclairer là-dessus? Alors oui, alors c'est effectivement, alors moi je vous en ai un peu parlé, c'est que quand on a des modèles un peu complexes, on peut s'en servir de simulateurs, donc justement pour générer des données et puis faire des méthodes donc de régression, enfin de surrogate models, des modèles de substitution pour expliquer toute ou partie de ces modèles, mais on peut faire des méthodes de distillation aussi hein, qui consistent aussi à ça, c'est-à-dire d'utiliser un réseau de neurones comme un générateur de données et puis on s'en sert, les données générées, on s'en sert comme base d'apprentissage pour faire apprendre un modèle qui est beaucoup plus simple et explicable. Et puis après, c'est vrai que si on manque de données, on peut les simuler. Alors il y a des jumeaux numériques qu'on peut utiliser, enfin, il existe des solutions, mais c'est vrai que la simulation est un moyen qu'il faut considérer quand on manque de données. Ouais. Alors, une autre question, donc on essaie d'avancer vite, je pense qu'on ne pourra pas toutes les faire, là il nous reste 7 minutes. Donc en physique, c'est Laurent qui remarque, hein, a tout à fait juste dit qu'en physique, bon, en fait, les résultats expérimentaux ne collent jamais à 100%, parce qu'on ne prend pas tous les éléments. Un modèle, c'est toujours une abstraction en fait, de la réalité. Est-ce qu'on n'est pas dans le même cas? Bah, d'une certaine façon, oui, hein, c'est complètement similaire. Il se trouve que, en revanche, les erreurs qu'il peut y avoir quand on n'est pas dans les domaines d'emploi des modèles, elles peuvent s'exprimer de façon différente sur des modèles d'apprentissage ou sur les modèles en physique. Et si vous vous rappelez l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, quand il y a une erreur, l'erreur, elle peut être entre guillemets, très très forte, voire incompréhensible, hein, qu'un gamin de 3 ans ne comprendrait pas qu'on fasse une erreur de cette nature. Donc il peut y avoir des effets par contre qui sont un petit peu différents. On continue sur les questions. Différences fondamentales entre Big Data et l'IA sont-ils dissociables? Si vous permettez, je préférais qu'on continue. Ouais. Vous pouvez trouver des réponses là sur le web là-dessus. Ouais, parce que c'est une question, moi aussi je l'ai vue, mais c'est pas une question à laquelle on peut répondre en 2 minutes. Oui, quand il y a, en fait, oui, il y a une différence. Bon, ouais. mais on vous invite là plutôt à regarder. Il y a plein d'éléments là qui sont disponibles. Pardon, mais on essaie de vraiment rester plutôt sur les sujets de confiance. Moi, j'en vois une là qui peut être intéressante, c'est celle d'Yves. Est-ce qu'ouvrir la boîte noire ne requiert pas de travailler en open source, voire en logiciel libre? Alors, la boîte noire, celle auquel je faisais référence, c'était des réseaux de neurones. Et bon, ces réseaux de neurones, il y a différents formats pour les stocker et pour ce qu'on appelle sérialiser. Mais peu importe comment ils ont été créés, la boîte avec de l'open source ou avec du logiciel libre. Alors c'est sûr que s'ils ont été créés avec l'open source, avec des solutions propriétaires, c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas, on saura pas exactement comment a été créés ces modèles et ça pourra peut-être nuire un peu à leur compréhension. Mais sinon, il s'agit là de regarder à l'intérieur de la boîte noire du réseau de neurones et à la limite, peu importe qu'on ait des open source ou du logiciel libre. Alors, peut-être dans quel domaine pensez-vous que l'IA est la plus prometteuse? Pour faire une réponse très rapide, et AI is everywhere, en fait, tout domaine peut en tirer parti. Dès lors qu'il y a quand même un certain... dès lors, on va dire, dans l'état actuel qu'on a suffisamment de données, hein, il y a une question aussi sur ce sujet-là. Il y a des travaux aujourd'hui qui cherchent
améliorer notre apprentissage dans des situations où on a peu de données. Ça, c'est très utile aussi dans des domaines industriels ou dans d'autres domaines d'ailleurs, dans lesquels on a soit peu de données pour apprendre, soit peu de données de cas avérés. On va prendre les exemples de défauts, voire de maladies, où vous n'en avez pas beaucoup, et quelque part, heureusement, on a quand même envie d'apprendre là-dessus. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un domaine plus prometteur, en fait. Non, je crois qu'on arrive au terme, parce que, enfin non, il reste… Il reste 3 minutes. Alors, alors il y a peut-être une question. Désolé, on est vraiment confus de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. D'abord, on vous remercie beaucoup pour toutes ces questions. Il y en a une qui est liée de Raphaël, un peu générale sur les perspectives d'utilisation de l'IA au service du développement durable. Voilà, peut-être un peu juste pour changer de sujet. Les perspectives d'intégration des critères sociaux. Alors, il y a plusieurs éléments. C'est qu'aujourd'hui, on sait que les apprentissages à partir de grosses données, bon, elles sont fortement consommatrices aussi d'énergie, donc ça commence à poser un problème, d'où d'ailleurs le point précédent. En même temps, on a des techniques aujourd'hui qui sont utilisées pour aider la maîtrise énergétique, hein, pour tout ce qui est optimisation, donc ça c'est le côté positif du sujet. Donc, perspective d'intégration des critères sociaux. Alors, il y a des travaux qui ont été faits, en particulier en Europe, là, le High Level Group, Expert Group, qui a proposé un certain nombre de critères, questions, hein, je pense qu'il y en a à peu près 150 de mémoire, pour essayer de regarder comment est-ce que nos systèmes d'IA, quelque part, d'un point de vue sociétal au sens très général, se positionnent, et en particulier sur des sujets éthiques. Je crois qu'on va être obligé de clore. Voilà, je voudrais bien répondre aussi à toutes les questions. Il y en a beaucoup d'intéressantes, mais là, je pense que… Alors écoutez, merci. Ouais, Merci en tout cas beaucoup pour votre participation et vos questions. C'est très stimulant parce que comme on ne vous voit pas, on a quand même une interaction avec vous. On a pris beaucoup de plaisir, je pense, à échanger avec vous, et désolé pour ne pas avoir terminé. On va s'arrêter là. AI is not magic, hein, tada. Et puis, un grand merci de notre part. Et puis, on vous souhaite en tout cas une excellente journée. Merci à vous et bonne journée à tout le monde.